vous allez découvrir un château vraiment original pour lequel son propriétaire a imaginé un projet totalement fou. Créer sa propre maison sur le toit d'un château en ruine. Je m'appelle Olivier, je suis le réalisateur des émissions So Château et aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Jacques Julien, propriétaire du château de Beaufort, qui, vous allez le voir, a imaginé un projet complètement fou pour son château afin de le sauver de la ruine. C'est une vidéo que j'ai pu enregistrer grâce à la demeure historique avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pour la réalisation de 12 portraits de propriétaires dans le cadre du centenaire de l'association de la demeure historique. J'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que j'ai l'intention de publier de plus en plus de vidéos de ce genre où je vous fais découvrir des châteaux originaux que vous ne connaissez probablement pas encore. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en dessous et à me dire ce que vous pensez de ce projet, de ce château et de son propriétaire. C'est parti. Bienvenue à Beaufort, nous sommes dans un méandre de la Loire. C'est le deuxième château de la Loire depuis la source, depuis le Gerbier des Joncs. Il occupe un piton, il a une particularité, il est sur 360 degrés, il n'est pas du tout sur un éperon comme c'est généralement le cas. Voilà, donc moi je suis arrivé ici comment? Alors c'est très simple, moi j'ai mon dernier fils qui était passionné de châteaux petits. Et avec sa maman, on s'est dit un jour, tiens, ça serait amusant si on trouvait un petit château, une maison forte plutôt, quelque chose d'un peu codé médiéval. Bon, il se trouvait que mes origines altiligériennes m'ont conduit à revenir sur des terres que j'avais un petit peu quittées depuis mon adolescence. Mon fils s'est enthousiasmé pour la région, et donc ça a conforté cette idée qu'il fallait qu'on trouve quelque chose dans le secteur. Le temps a passé. On a cherché, on ne trouvait jamais rien, ou alors on trouvait des choses qui n'étaient pas forcément ce qu'on souhaitait, très souvent, et c'est normal, très souvent agressés par l'urbanisation ou par un environnement pas toujours favorable ou flatteur. Et le hasard a voulu qu'un jour, j'ai appris que le château de Goudet était à vendre. Donc là-dessus, j'ai eu le propriétaire. Alors le propriétaire est très connu, c'est Michel Guyot. C'est l'initiateur du château de Guédelon, c'est le propriétaire du château de Saint-Fargeau. Et donc je l'ai appelé en lui disant, dites-moi, le château de Beaufort est à vendre. Et il me dit, oui, il est à vendre, mais vous n'en ferez rien, vous savez, parce que tout est classé. D'ailleurs, la DRAC a fait un diagnostic. Il y a 15 ans, dans 15 ans, il n'y aura plus rien. Tout tombe, chaque année, il y a des morceaux qui tombent. Bon, de toute façon, mais vous ne pourrez rien faire. Bon, je dis quand même... je vais aller voir. Donc je suis venu voir et je l'ai rappelé. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça me parlait un tout petit peu parce que j'ai une cousine qui habite le village, mon père passait ses vacances à Goudet et moi-même j'ai des photos de petit à 3 ans sur la plage en bas. Il n'y a pas si longtemps, vous en convenez. Donc simplement, je suis venu voir, ce qui était un peu catastrophique parce que tout était effondré de partout. C'était un cloaque absolument épouvantable, il y avait des canettes de bière, des feux de camp, enfin bon bref, c'était horrible. Et j'ai rappelé en sortant Michel Guyot, je dis oui, c'est pas terrible, et il me dit oui, je vous avais prévenu, mais voilà, je dis mais vous avez des archives, quelque chose? Alors il me dit non, oui, enfin j'ai quelque chose, mais ça y est, sur cette période-là, il y a peu de choses, mais j'ai des choses, si, vous devriez venir me voir. Moi, le lendemain, je rentrais à Paris, il me dit puisque vous rentrez à Paris, venez me voir à Saint-Fargeau. Je dis non, je ne pourrais pas, mais je reviendrai par contre dimanche matin. Et donc le dimanche matin, je suis reparti à Saint-Fargeau. J'ai rencontré Michel Guyot pendant 2 heures. Il me fait visiter son château et au bout de 2 heures, je lui dis bon, alors, et là-dessus, il me sort 3 cartes postales et l'arrêté de classement du château et un vague plan. Et je dis alors, il me dit rien, c'est tout. Là, j'étais assez déconfit. Et me voyant, il me dit écoutez, bon, vous inquiétez pas, bon, on en reparlera, réfléchissez. Et bon, moi, j'ai des fulgurances, ça m'a pris comme ça, je lui dis j'achète. Alors il m'a dit, mais comment vous achetez? Je ne vous avais pas compris, monsieur Julien, on ne pourrait rien en faire. Alors après, il me racontera, bien sûr, j'ai paniqué un petit peu parce que je me dis, le type, il n'a rien compris. Hein. Et je lui dis, non, j'achète. Il me dit, écoutez, on se laisse 15 jours, on verra, on se rappelle. Je dis, non, j'achète. Je ne savais plus comment faire. Il me dit, mais vous me faites un chèque d'acompte? Je dis, bah oui. Il me dit, bon. Et moi, je suis sorti de là, j'avais acheté le château de Beaufort. Là-dessus, je suis monté dans ma voiture et j'ai tout de suite appelé mon père. Je lui ai dit, tu sais papa, je viens d'acheter le château de Beaufort. Il me dit, à Goudet? Je dis oui. Il me dit, mais c'est un tas de cailloux. Je lui dis, bien sûr, oui, c'est un tas de cailloux, mais je sais pas, ça a du sens. Mais qu'est-ce que tu veux foutre de ça? Je dis, je sais pas, dire papa, ça a du sens quand même, etc. Alors, je précise, mon père était architecte en chef de la ville de Paris. Il était immensément cultivé, très lettré, mais de la Haute-Loire.
Et donc vous allez comprendre. Et à la fin, il me dit, tu changeras jamais, et il me raccroche au nez. Tout simplement parce que pour mon père, acheter quelque chose qui ne sert à rien, ça n'entrait pas dans sa logique. Le temps a passé, enfin la semaine a passé, j'ai sorti quelques crayons, et comme tous les architectes qui savent se servir à peu près d'un crayon, je sais, c'est de plus en plus rare. Et j'ai commencé à dessiner. Et au bout d'un petit moment, j'avais, et bien entendu, un architecte en liberté, c'est un danger public, hein, j'avais dessiné le château de Louis II de Bavière, bien sûr. Là-dessus, bon, j'ai éclaté de rire, je me dis, bon, arrête tes conneries. Et vraiment en quelques coups de crayon, j'ai dessiné là où on se trouve actuellement, en me disant, voilà, il y a peut-être une idée à trouver, c'est de se dire comment on peut arriver à investir un lieu, à l'habiter, et en accompagnant cela d'un projet pas de restauration, mais de sanctuarisation, si vous voulez, d'arrêter l'hémorragie qui faisait que les ruines allaient disparaître. Donc là-dessus, je me dis, il faut quand même que je vois s'il n'y a pas quelques archives. J'ai appelé Martin de Framont, le directeur des archives départementales, je lui ai posé la question, il m'a dit, oh là 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 là, il m'a dit, mais arrête, tu feras rien, c'est classé, etc. J'ai été de déconvenu en déconvenu, et finalement, je suis tombé sur Didier Replin à Lyon, que le monde du patrimoine connaît bien, c'est une sommité, et je lui dis, tu sais Didier, le château de Beaufort, ça te parle, toi qui as été pendant longtemps architecte de la Haute-Loire, du patrimoine, et il me dit non, ça me dit rien. Puis moi, il me dit, mais il me dit encore quelque chose là. Il me dit oui, ça me dit finalement quelque chose. Il me dit mais c'est tout classé. Je dis oui, mais j'ai une idée. Non, il me dit cherche pas. Il n'y a pas besoin d'avoir d'idée, tu feras rien. Je me suis un petit peu entêté. J'ai réussi à lui dire écoute, je descends à Lyon. Moi, je suis architecte. J'ai oublié aussi de vous le dire. Moi, puis je travaille sur toute la France. Bon, bref. Et je descends à Lyon. J'ai un projet sur Lyon en ce moment, et je vais te montrer ce que j'ai fait. Il m'a dit perds pas ton temps, mais si tu veux, on boira un coup. Là-dessus, je suis descendu, il a regardé, il m'a regardé mes croquis, et puis il m'a dit non, bon, il m'a dit c'est intéressant, mais tu le feras jamais. Puis au moment de partir, de se quitter, il m'a dit mais tu l'as vraiment acheté? Il m'a dit ben, fais la demande, tu verras, mais je te préviens, la directrice de la DRAC de Clermont, elle était très exigeante, et ça m'étonnerait qu'elle accède, enfin, voilà. Et puis c'est parti de là, et puis au bout de 2 ans, ben, j'ai réussi à obtenir les autorisations en question. En clair, la démarche de la DRAC, c'est de se dire, après tout, c'est un architecte, il propose un projet vertueux, réversible, on peut le démonter, il ne touche pas, il se pose à l'intérieur, il n'altère pas le paysage, ça reste très soft, bon, pourquoi pas. Et c'est parti de là. Et depuis, on va dire maintenant 15 ans, j'ai des campagnes de restauration annuelle où on essaye de redresser tout ce qui est redressable et conforter tout ce qui est confortable. Et donc les projets, je dirais, s'additionnent, et aussi des informations nouvelles sont venues greffer tout cela. Donc on avait réussi à redonner au château à la fois une image, une identité, une structure, une lecture, re-hiérarchiser les différents niveaux, et en même temps une légitimité sociale puisqu'on y habitait. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Martin de Framont, toujours le directeur des archives départementales, qui m'appelle un jour et qui me dit « Tu sais, tu devrais regarder les hommages rendus aux évêques du Puy, tu vas trouver des trucs intéressants. » Et là-dessus, je découvre qu'il y avait dedans, effectivement, dans les hommages rendus pendant 3-4 siècles, le château de Beaufort, des possessions, des terres, un moulin et des vignes. Seulement, il faut savoir que le vicomté de Beaufort, c'était des centaines et des centaines d'hectares. Donc pour arriver à localiser l'endroit, c'était très très compliqué. Il s'est passé que j'ai cherché, je me suis renseigné, puis il y avait un érudit dans le village, genre j'ai interrogé, je lui dis donc ça dit quelque chose, et il me dit bah oui, c'est tout autour du château. Je dis ok, j'ai compris. Et à ce moment-là, le fait qu'il y avait des chambées au sud que je pensais être destinées à accueillir un potager, c'était pour des vignes. Et à partir de ce moment-là, le pari, ça a été de dire on va faire du vin. Et donc de donner un nouvel élan finalement au château, et après une légitimité sociale d'habitation, on lui donnait une légitimité économique en essayant de créer, en tentant de créer un domaine viticole. Et c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on est là-dessus. Alors j'ai commencé, je vous cache pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Candide au pays de Candide. Hein. Alors j'ai bien fait rigoler tout le monde au début. Comment tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu plantes des vignes là-haut à 800 mètres, mais tu es complètement fracassé, etc. Depuis 3 ans, ça a beaucoup changé, parce qu'évidemment, on voit que ça avance. On a mis des cépages hybrides. Alors là aussi, je m'étais fait incendier par tout un tas de gens, me dire « c'est pas très sérieux, tu devrais pas faire ça ». J'ai même eu un vigneron de Touraine qui m'a dit un jour au téléphone « Monsieur Julien, je comprends que vous y connaissez rien, mais je vous conseille d'arrêter ça, il faut mieux mettre des cépages traditionnels. Non, franchement, laissez tomber les hybrides ». Bon, je ferai court, depuis, il est en train de planter des hybrides. Mais voilà, donc tout ça a fait qu'aujourd'hui, Beaufort
eh bien, ça a une plénitude et un rayonnement qui se situe à la fois, finalement, dans la lecture et le patrimoine du département. C'est complètement identifié, complètement inscrit, et en même temps, socialement, ça existe, de par le fait que c'est une habitation et de par le fait que ça a une activité économique.